Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette quatrième semaine, nous allons parler de droit. Oui, le droit, je sais que ça rebute plusieurs d'entre vous. Je sais que certains sont effrayés rien qu'à l'idée de partager ce nom. Néanmoins, il faut bien en passer par là. Et donc, je vous propose aujourd'hui de voir en quoi le droit peut nous être utile et surtout comment mettre en œuvre les différentes informations de droit que l'on trouve, à quoi elles servent et comment ça nous aide pour notre parcours pour la constitution et la gestion de dossiers. Sur le droit, je vous rappelle notre schéma du cours. Donc, on a vu les 7 étapes. En tout cas, on a défini les 7 étapes que vous voyez ici surlignées en rouge, encadrées en rouge ici en horizontal. Nous avons parlé de la problématique, je ne reviens plus dessus. On va parler de la relation de cause à effet aujourd'hui. Et on va parler de la proposition de résolution, c'est-à-dire l'étape qui consiste à rassembler l'information et la mettre en œuvre pour finalement essayer de trouver la bonne formule, la bonne piste, et ce qui va nous permettre de répondre aux questions qu'on s'est posées aux étapes précédentes. Vous voyez donc effectivement ici, on va parler d'informations juridiques, donc c'est toutes les recherches qui concernent le dossier qui nous occupe, et au final, cela va aboutir à la rédaction d'une note de service ou d'un rapport où vous allez expliquer à votre supérieur hiérarchique le résultat de vos recherches et lui dire, voilà ce qu'il me semble qu'on devrait faire, voilà comment on va le faire et voilà dans quel timing on va le faire. Et suite à cette note de service que vous allez faire, eh bien, votre hiérarchie va vous dire, OK, on continue ou bien stop, on arrête. Et si vous continuez, là, on mettra en exécution, c'est-à-dire qu'on appliquera les normes que vous aurez trouvées, les informations que vous aurez trouvées dans cette étape-ci, et selon le planning que vous aurez établi à cette étape-ci également. Donc voilà, c'est une étape particulièrement importante, puisque ça va vous permettre vraiment de répondre à toutes les questions et de lancer la solution à votre dossier. Et donc, concernant notre exercice, c'est à cette étape-ci qu'on va vraiment trouver toutes les informations nécessaires sur les ventes de terrains communaux, sur les opérations immobilières communales. Et on devrait normalement, si on fait bien les recherches, avoir toutes les informations pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir proposer une solution à l'autorité, à elle de dire si, en fonction de la solution que vous proposez, elle est d'accord ou elle ne l'est pas. Mais n'anticipons pas, effectivement, c'est ce qu'on fera au niveau de l'exercice cette semaine-ci, mais néanmoins, avant, il me semble quand même nécessaire de vous expliquer une série de choses. C'est que la Belgique est un état de droit, c'est une expression qu'on entend souvent. L'état de droit, c'est même une compétence qu'un ministre belge exerce au plan de la Commission européenne. Ça signifie que toute démarche de l'autorité de l'État est basée sur la loi, sur le droit. Elle doit être fondée sur une base juridique solide. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne travaille qu'en fonction de la loi, que sur la base de la loi. C'est ce qui garantit que nous sommes dans une société démocratique et qu'on travaille, on vit dans un état de droit. Alors, le droit, c'est quelque chose de vieux comme le monde, de vaste comme le monde, de compliqué comme le monde d'ailleurs. Ça évolue beaucoup. Ça évolue dans le sens plutôt de la difficulté et pas toujours de l'efficacité. Le droit et le bon sens ne font pas toujours bon ménage. Le droit fait peur. Je suis certain, comme je vous le disais en entrée, que beaucoup d'entre vous, à l'idée de consulter un texte de loi ou une source juridique, ont les poils qui se dressent et commencent à s'effrayer en disant « Ah, je ne comprendrai pas ». C'est du français. Alors, parfois mal exprimé, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, il n'y a pas non plus dedans, il ne faut pas nécessairement être des savants de première catégorie pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Après, ça reste de la compréhension à la lecture. Ça, il faut pouvoir évidemment comprendre ce qu'il y a derrière les termes. Mais avant cela, je pense que c'est nécessaire qu'on établisse ce qu'est le droit, parce que finalement, c'est des choses, encore une fois, que vous connaissez peut-être intuitivement, mais que vous n'avez pas pris la peine, c'est bien normal, de définir. Le droit, c'est l'ensemble des règles auxquelles est soumise la conduite de l'homme dans ses rapports avec ses semblables. Et ces règles sont susceptibles d'une sanction sociale. Ça signifie que les rapports entre individus ou entre individus et institutions sont régis par des règles qui forment le droit.
Et si vous respectez pas ces règles, ben, il y a une sanction sociale, c'est-à-dire une amende, une peine d'emprisonnement, enfin, ça dépend de l'infraction, qui, qui risque de vous arriver. Et ces règles qui régissent les relations entre les personnes ben, sont source de droits et d'obligations. Comme toujours dans notre société, ben, c'est un mélange de droits et d'obligations. Vous avez le droit de faire une série de choses, vous avez le droit d'obtenir une série de choses, mais vous avez aussi des obligations, obligations de respecter la règle au premier chef, mais toute une série d'autres obligations que nous vivons tous au quotidien. Et donc, comme la Belgique est un État de droit, ça signifie que le droit s'applique partout, tout le temps, sur l'État, dans l'État. Et c'est bien sûr de là que découle ce fameux principe de l'égalité dont je vous ai plusieurs fois parlé, dont je viens encore de vous parler il y a quelques instants. L'administration n'a pas le droit de violer les règles juridiques, puisqu'elles n'existent que par les règles juridiques. Alors, lorsqu'on parle de droit, il y a une grande distinction qui existe, c'est la différence entre le droit privé et le droit public. Alors, je pense que c'est des notions que certains d'entre vous ont vues dans un cours qui s'appelle droit public, droit privé, si je ne me trompe. Mais bon, d'une part, c'est jamais inutile de rappeler ce qui tombe sous le sens. Bon, même si vous connaissez parfaitement cette matière, bah, une petite piqûre de rappel n'est jamais inutile, ça fait comme les vaccins. Et puis, certains d'entre vous n'ont pas suivi ce cours, puisque certains suivent ce cours-ci, Constitution et gestion de dossiers administratifs, de manière unique, et donc n'ont pas accès à toutes les autres informations. Dès lors, il ne semble pas inutile de faire un petit retour sur ces notions de droit privé et de droit public. Le droit privé, c'est l'ensemble des règles qui régissent la relation entre individus, personnes physiques ou personnes morales. Le plus évident, c'est le droit civil. Le droit civil, ben, c'est ce qui régit vos relations avec vos voisins, par exemple. Si votre voisin a un arbre qui pousse chez lui, mais dont les branches dépassent chez vous et vous font de l'ombre, ou une branche tombe et provoque des dégâts, il y aura un litige entre vous et votre voisin, et si ça tourne mal, ça ira au tribunal, mais au tribunal civil. Donc, c'est clairement les relations entre citoyens. Donc, civil, pour ceux qui ont fait un peu de latin, on retrouve la même racine que celle qu'on retrouve dans le mot citoyen. Donc, c'est le droit qui est le plus porté au regard des citoyens, celui qui concerne le plus les citoyens. Vous avez donc aussi le droit commercial. Là, c'est le droit qui régit les relations de commerce entre citoyens ou même entre personnes morales, parce que le droit privé concerne également les relations avec les personnes morales. Je n'ai pas dit les personnes morales, le droit public. J'ai parlé des personnes morales, une entreprise, une société, un commerce. Et donc, la façon de faire du commerce est aussi réglée par la loi, et dans ce cas-là, ça relève du droit privé. Le commerce est par nature presque une activité privée, même si on sait que le public fait aussi du commerce. J'y reviendrai. On y trouve aussi fatalement le droit des sociétés. Quand on constitue une société, il y a des règles particulières à respecter. C'est dans le droit des sociétés qu'on trouvera la façon dont le conseil d'administration doit être composé ou peut être composé, quels sont les organes obligatoires de la société, quelles sont les obligations de cette société en matière de dépôt des comptes, par exemple. Bref, tout ce qui régit la vie des sociétés dans notre quotidien. Sociétés privées, naturellement. Et puis le droit du travail. Alors attention, le droit du travail, c'est les relations entre travailleurs et employeurs, par exemple, surtout ce qui concerne la nature de cette relation, essentiellement le contrat de travail. Donc, comme je le pense, la plupart d'entre vous êtes contractuels, ça signifie que le litige que vous pourrez avoir avec votre employeur, qui est la commune, le CPS ou l'intercommunal, bien, ce litige sera traité au tribunal du travail, qui est un tribunal qui traite de droit privé. Le droit du travail est un droit privé. Ça correspond aux relations entre un employeur et un employé, un ouvrier. À côté de ça, vous avez le droit public. Le droit public est celui qui concerne les règles
qui sont relatives au statut des gouvernants, de ceux qui gouvernent, et aux relations que ces gouvernants entretiennent avec les particuliers. Donc les particuliers entre eux, c'est le droit privé, les particuliers avec les personnes publiques, les gouvernants, ça relève du droit public. Et donc, au premier chef, on retrouve le droit constitutionnel. Je pense que vous avez un cours d'institution qui vous dira beaucoup plus que moi sur cette matière. Mais le droit constitutionnel est celui qui fait frémir les étudiants en première candidature ou du premier graduat en droit. C'est assez complexe, évidemment. C'est tout ce qui concerne la Constitution belge. La Constitution belge, c'est par nature ce qui règle la vie de l'État belge. Donc, c'est clairement du droit public. De là, du droit constitutionnel vient également le droit administratif. C'est celui qui nous concerne le plus souvent, c'est-à-dire celui qui concerne les relations entre l'administration, les pouvoirs de l'administration vis-à-vis des citoyens ou des administrations entre elles. C'est par exemple, quand on parle de la tutelle, la tutelle relève du droit administratif, par exemple. C'est donc une sorte de déclinaison du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel organise l'État belge, le droit administratif va plus en profondeur pour organiser clairement les relations entre les différents composants de cet État belge. Le droit pénal, c'est une composante du droit public aussi, puisque le droit pénal sanctionne les infractions qui ont été commises à l'encontre de l'ordre public ou de la sécurité publique. Si vous tuez quelqu'un, c'est une faute, non seulement vis-à-vis de la personne qui est morte et de sa famille, mais c'est une faute vis-à-vis de la société, puisque la société ne permet pas de tuer quelqu'un. Donc, vous devrez payer votre dette à l'égard de la société, et c'est le droit pénal qui va organiser cela. Puis le droit fiscal, c'est celui qui consiste à déterminer les règles de l'impôt et tout ce qui concerne le fonctionnement de l'imposition, de manière générale, en Belgique. Vous savez, on a dit en première semaine, par exemple, le droit de percevoir l'impôt est clairement quelque chose qui relève du pouvoir public. Il n'y a que les autorités publiques qui peuvent décider de prélever l'impôt. Vous ne pouvez pas décider de prélever l'impôt sur votre voisin. Et donc, clairement, le prélèvement de l'impôt, les manières de payer l'impôt, tout ce qui concerne la taxation, relève du droit public, puisque c'est une prérogative du pouvoir public. Je vous renvoie à ce qui avait été dit la première semaine concernant la notion de service public. Et donc, voilà, belle distinction, droit privé, droit public. Alors, comme je vous l'explique comme ça, on a l'impression que c'est très clair et que selon qu'on est un citoyen qui s'adresse à un autre citoyen, boum, c'est privé, et selon qu'une institution publique entre en jeu, boum, c'est public. Les distinctions ne sont évidemment pas aussi étanches que cela. Un pouvoir public, quel qu'il soit, prenons une commune ou un CPS, ne relève pas que du droit public. Bien entendu, il relève du droit public en ce qui concerne le droit administratif, le droit constitutionnel, éventuellement le droit fiscal s'il perçoit l'impôt, le droit pénal peut-être pas, parce que les communes, par exemple, ne peuvent pas condamner quelqu'un. Mais le droit civil est aussi une des composantes de l'action quotidienne d'une commune. Je vous citais tout à l'heure l'exemple de deux voisins privés qui possèdent un arbre dont une branche tombe chez le voisin et produit des dégâts. Donc, ils vont chez le juge civil. Mais si un des deux voisins est la commune, ou CPS, ou n'importe quel pouvoir public, il sera aussi soumis au droit civil. Ça n'a pas toujours été le cas, vous verrez ça dans d'autres cours, ça n'existe que depuis environ 100 ans. Avant, les autorités publiques étaient dégagées de toute responsabilité civile, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si dans votre commune, il y a un trou dans la route et que ça provoque un accident, je ne parle même pas des conséquences pénales qui pourraient arriver, mais celui qui peut prouver que le dégât à son véhicule a été créé à cause du mauvais entretien de la route peut obtenir des dédommagements civils. Donc, voilà, la commune joue un rôle en matière de droit civil, en tout cas fait appel aux notions de droit civil. En matière de droit commercial, on dira les communes, les CPS, les pouvoirs publics ne font pas du commerce, mais si, les régies communales autonomes font du commerce. Les intercommunales,
cas échéant, peuvent également faire du commerce et donc relèveront du droit commercial. Continuons avec les intercommunales. Les intercommunales ont une forme juridique spécifique, SBL, SPRL, ce que vous voulez. Et donc, pour certaines d'entre elles, en tout cas, elles doivent répondre à des obligations qui sont définies dans le Code des sociétés. Donc, elles relèvent aussi du droit des sociétés. Puis, le droit du travail, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes un contractuel, vous travaillez dans une commune, un CPS ou une intercommunale, si vous voulez intenter une action contre votre employeur, ou inversement d'ailleurs, qui remet en cause le contrat de travail que vous avez établi entre vous, c'est le tribunal du travail qui gérera cela. Alors que si vous êtes statutaire, je rappelle que là, on est dans une autre relation, si vous êtes statutaire, les conflits ne se dirigeront pas vers le tribunal du travail, mais vers le Conseil d'État, puisque ce qui sera en cause, ce n'est pas le contrat de travail, étant donné que le statutaire n'a pas de contrat, mais ce sera l'application du statut, donc d'un document administratif qui relève donc du Conseil d'État. Voilà une distinction qui n'est donc pas étanche entre droit privé et tout ça pour signifier que lorsqu'on travaille dans une commune, un CPS, une intercommunale, une structure publique, entre guillemets, eh bien, on fait appel à toutes les branches du droit en fonction du dossier, de la matière que l'on a à traiter. Donc le droit et le respect du droit sont à la base de toute l'action administrative et le respect de la légalité est le principe majeur qui doit guider notre action en tant qu'agent des services publics. Alors, toute cette histoire de droit plus ou moins étanche entre droit civil et droit privé entraîne qu'il y a évidemment toute une série de textes dans tous les sens qui sont tous les jours créés. Les règles qui sont issues de ces différents droits sont ce qu'on appelle des normes. C'est un terme général qui regroupe plusieurs noms, si vous voulez. Il y a, comme vous le savez, plusieurs niveaux de pouvoir en Belgique. Vous avez un pouvoir fédéral, vous avez un pouvoir régional, un communautaire, vous avez également les provinces, vous avez également les communes. Encore une fois, je vous renvoie vers ce qui a été dit la première semaine, autour de ces organismes publics, services publics organiques. Il y a toute une série, une galaxie d'autres institutions qui tournent. Je vous rappelle, donc je vous renvoie vers le petit schéma qui avait été fait concernant la commune et tout ce qu'il y a autour de la commune, zone de police, fabrique d'église, etc. Et donc, toutes ces institutions créent des normes. Elles font la loi, si j'ose dire. Elles créent la loi, des textes dans tous les sens. Et donc, il faut bien qu'à un moment, ces textes soient hiérarchisés. On voit celui qui est important, plus important que l'autre, comment ça marche en fait. Je ne vais pas faire un cours de droit constitutionnel, vous verrez ça pour ceux qui le suivent dans le cours d'institution, mais pour les autres, et même pour vous si vous suivez ce cours, un petit rappel s'impose. Donc vous avez en Belgique des institutions fédérales. Les institutions fédérales, c'est le gouvernement fédéral, le Parlement fédéral. Le Parlement, c'est la Chambre et le Sénat. Le Sénat n'a plus vraiment de compétences législatives, de création de la loi, mais donc vous avez le Parlement, essentiellement la Chambre, et le gouvernement. C'est le Parlement et le gouvernement, à la tête duquel se trouve le roi. C'est donc le gouvernement, le roi, et le Parlement qui font les lois. Et donc, les textes qui sont issus des institutions fédérales sont des lois. Et puis, ces lois, vous savez comment ça marche. En général, c'est quelques grands principes. Pour entrer dans le détail, il y a souvent un article qui dit « le roi décide, et puis on renvoie vers autre chose. Et cette autre chose, c'est un arrêté d'exécution. Une loi est un ensemble de principes. Après, il faut les traduire dans une série de décisions très concrètes. Et cette traduction se fait au travers d'arrêtés. Ce sont les arrêtés royaux. Donc la loi est faite par le Parlement et le gouvernement. Et le gouvernement, qui est l'exécutif, le gouvernement fait les arrêtés royaux qui exécutent ces lois, c'est-à-dire qu'ils la traduisent en termes parfois très concrets. Et puis, encore un cran en dessous, vous avez les arrêtés ministériels, c'est-à-dire que les arrêtés royaux, c'est les productions de l'ensemble du gouvernement. Les arrêtés ministériels, ce sont les productions d'un seul ministre, qui lui aussi exécute parfois une décision de l'arrêté royal. La loi est exécutée par l'arrêté royal, et l'arrêté royal est parfois mis en œuvre par
partiellement en tout cas, par un arrêté ministériel. Ça, c'est ce qui se passe au plan fédéral. Vous avez des lois, vous avez des arrêtés royaux, vous avez des arrêtés ministériels. À côté des institutions fédérales, vous le savez, il y a des institutions régionales et communautaires. C'est un peu le même principe. Il y a un gouvernement, il y a un parlement. Alors, la loi, elle est faite par le gouvernement et le parlement, mais ça ne s'appelle pas la loi, ça s'appelle le décret. C'est un autre nom pour dire la même chose, en quelque sorte, mais voilà, ça porte un autre nom. Attention, question à laquelle beaucoup d'étudiants se plantent quand on la leur pose, c'est pas moi qui vous la poserai parce que ce n'est pas mon domaine, mais une loi et un décret ont la même valeur sur le plan de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que la loi n'est pas supérieure au décret. La loi et le décret se placent au même plan en matière de hiérarchie des normes. Simplement, le décret parle de compétences qui sont relatives à celles des régions et des communautés, qui ne sont pas les compétences des institutions fédérales. Les lois parleront donc des compétences fédérales, les décrets parleront des compétences des régions et communautés. Les compétences du fédéral ne sont pas plus importantes que les compétences des régions et communautés. Donc, la loi n'est pas supérieure au décret. La loi et le décret se trouvent au même plan en matière de hiérarchie des normes. Comme la loi est exécutée par des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels, les décrets sont exécutés par des arrêtés du gouvernement, l'exécutif donc, et par des arrêtés ministériels. Ça, c'est l'organisation générale. Alors, en dessous, on a encore les provinces et les communes. Ben, les provinces et les communes, elles font des règlements et des délibérations. Règlements provinciaux pour les provinces, règlements communaux pour les communes. Il y a des règlements et des délibérations. On verra plus tard dans le cours la différence entre les deux. Mais, de manière générale, retenez ça à ce stade-ci. Et tout ça forme donc un ensemble énorme de normes dans tous les sens, enfin dans tous les sens non, qui ont bien une hiérarchie très, très établie. C'est-à-dire que une loi et un décret, je le répète encore une fois, ont la même valeur, mais sont supérieurs aux règlements provinciaux et sont eux-mêmes supérieurs aux règlements des communes, etc. Et donc, pour éviter que ces textes se fassent concurrence, on a donc mis en place ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui s'appuie donc sur deux principes. Le premier, c'est que chaque texte de niveau supérieur prime sur le texte de niveau inférieur. Comme je viens de vous le dire, donc un arrêté royal est supérieur à un règlement provincial. Et toute règle de droit doit être en conformité avec la règle de droit supérieur. Donc il y a une hiérarchie, 1, 2, 3, 4, mais 2 doit être conforme à ce que dit 1. Et donc on peut considérer que la hiérarchie des normes se présente sous la forme qui est dans votre syllabus. Au tout début, tout au-dessus, il y a une série de conventions internationales, c'est-à-dire qu'il faut encore ajouter cet élément en plus. Il y a une série de normes internationales qui proviennent de l'Union européenne ou bien même d'autres instances qui viennent prendre place dans la hiérarchie des normes. Donc, le sommet de la pyramide, ce sont les grandes conventions internationales, comme par exemple les traités européens. Vous entendrez parler dans votre cursus du traité de Lisbonne, traité de Rome, même la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, etc. Grands traités qui s'appliquent partout en Europe, enfin, sur les territoires européens dont la superficie est variable. Donc, les grandes conventions internationales, il y a également ce qu'on appelle le droit communautaire dérivé, c'est-à-dire les règlements et directives qui proviennent de l'Union européenne, je ne rentre pas dans le détail. Et puis après, vous avez la Constitution belge. Voilà les trois grands principes, traités internationaux, droit communautaire dérivé, droit de la communauté européenne, et puis la Constitution belge. Et puis après, viennent, après la Constitution, ce qu'on appelle les lois spéciales. Ce sont des lois qui ont pour vocation d'organiser l'État aussi, un peu comme la Constitution belge, mais qui ont une force un peu moins importante. Vous savez que modifier la Constitution belge est un parcours du combattant, c'est assez complexe. On ne peut pas devoir chaque fois faire comme cela. On a mis en place un système de lois spéciales qui sont un peu plus souples, mais qui n'ont pas non plus la même portée que la Constitution. Et puis enfin, viennent les lois et les décrets dont je vous ai parlé. Les ordonnances, c'est la même chose que les décrets, mais pour la région de Bruxelles. On ne rentre pas dans les détails non plus. Et donc, les lois, les décrets et les ordonnances sont bien sur le même plan. Elles doivent être conformes aux lois spéciales, qui elles-mêmes doivent être conformes à la Constitution, qui doivent être conformes au droit communautaire dérivé, qui doivent être conformes aux conventions internationales. C'est ça ce côté hiérarchique.
où la norme supérieure prime sur la norme inférieure et les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures. Alors, les normes du pouvoir législatif sont supérieures aux normes du pouvoir exécutif. Donc, la Constitution, les lois spéciales et les lois ou décrets sont supérieures aux arrêtés royaux, arrêtés de gouvernement et arrêtés ministériels, qui sont les productions du pouvoir exécutif. Par la force des choses, puisque l'arrêté royal ne fait jamais qu'exécuter une loi. Puisqu'il exécute une loi, il lui est inférieur. La loi prime, bien entendu. Et donc, les productions du pouvoir exécutif, arrêté royal, arrêté de gouvernement pour les régions et communautés et arrêté ministériel, doivent être conformes aux lois, décrets, ordonnances, et ainsi de suite, on reproduit le même schéma. Puis en dessous, vous avez le règlement provincial ou la délibération provinciale, et puis encore tout en dessous, le règlement communal et la délibération communale. Voilà à quoi ressemble la hiérarchie des normes, et donc en fonction de la norme que vous avez devant vous, vous devez pouvoir la situer dans la hiérarchie. Si vous avez un arrêté royal devant vous, ça signifie que irrémédiablement, il fait appel à une loi. Il faudra retrouver cette loi. Et donc, vous saurez que l'arrêté royal est inférieur à la loi et qu'il n'existe pas d'ailleurs sans la loi. Il faudra veiller que la loi soit bien conforme à la Constitution, etc. On peut refaire tout le schéma de la hiérarchie, de la base vers le supérieur. Et c'est ce qui, encore une fois, explique que toutes nos décisions que nous prenons au plan communal, la délibération communale qu'on doit prendre, elle doit respecter tout ce qu'il y a au-dessus, donc tout ce que vous voyez sur votre écran actuellement. Donc, elle doit respecter tout cela, et par nature, ça ne fait que renforcer l'idée selon laquelle nous ne travaillons que sur la base de la loi au sens large, de la norme, si vous voulez. On doit respecter la norme du début à la fin. Alors, une belle hiérarchie, tout ça est très joli, mais encore faut-il s'assurer que cette hiérarchie est respectée. Pas parce qu'on le dit qu'on le fait. C'est pas parce qu'on dit qu'on ne peut pas voler qu'on ne vole pas, ça arrive. Et donc, on a mis en place des moyens de contrôler le respect de cette hiérarchie. Encore une fois, c'est des notions que vous avez vues ou qu'on vous verrez, mais très rapidement, il y a 3 exemples d'institutions, de mécanismes qui sont mis en place pour vérifier que la hiérarchie des normes est bien respectée. Il y a notamment un article de la Constitution, qui est l'article 159, qui dit que les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Donc, le pouvoir judiciaire, troisième pouvoir, après le législatif et l'exécutif, le pouvoir judiciaire n'appliquera, sanctionnera positivement ou négativement les décisions relatives aux arrêtés et aux règlements, arrêté royal, arrêté ministériel, arrêté règlement provincial, règlement communal, etc., qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Ça signifie bien ce que ça veut dire. Ça veut donc dire que tout ce qui est en troisième et quatrième ligne ici, depuis l'arrêté royal jusqu'au règlement, tout ça ne sera valable que si c'est conforme aux lois, décrets, ordonnances. Okay. Ça, c'est le premier moyen de vérifier que la hiérarchie est respectée, c'est le tribunal, les cours et tribunaux qui peuvent vérifier cela sur la base, eux-mêmes n'agissant que sur la base de la Constitution, l'article 159 de la Constitution. Alors, deuxième exemple, deuxième mécanisme, on a mis en place une cour constitutionnelle en Belgique, cour constitutionnelle qui, elle, va vérifier la conformité des lois, décrets, ordonnances, et spéciales, à la Constitution. Donc, on remonte d'un cran là pour vérifier que toutes ces lois sont conformes à la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle qui peut être saisie d'une demande ou qui peut donner son avis ou parfois rendre des arrêts sur cette conformité. Et puis, en ce qui concerne les règlements communaux et provinciaux, je vous rappelle aussi, troisième mécanisme, qu'ils sont aussi vérifiés, examinés, contrôlés par un mécanisme de tutelle. On en a déjà parlé. La région wallonne, la communauté française, et surtout la région wallonne, gardienne de l'intérêt général, va vérifier que vos règlements communaux, vos règlements provinciaux sont bien conformes à la loi, mais sont surtout conformes à l'intérêt général, surtout, sont aussi conformes à l'intérêt général, et donc vérifie que tout cela est bien correspondant. Voilà donc la façon dont les sources de droit dont nous allons nous servir dans notre travail au quotidien sont organisées. Il y a donc des lois, des arrêtés royaux, des arrêtés ministériels
Ces noms sont sans doute connus, mais maintenant, vous savez à quoi ils se raccrochent. Et si vous parlez de là, vous savez le situer dans la hiérarchie des normes et donc savoir à quel autre élément de cette hiérarchie il se raccroche. Encore une fois, un règlement communal ou une délibération communale doit pouvoir se raccrocher, si j'ose dire, à un arrêté quelconque ou à une loi qui elle-même doit être conforme à la Constitution, etc. Alors, l'article 159, la Cour constitutionnelle et la tutelle. Il n'y a pas que les lois, les règlements, etc. Il y a encore d'autres sources de droit aussi qui viennent compléter notre arsenal de règles qui régissent notre vie au quotidien et notre arsenal également d'informations concernant les recherches qu'on doit faire. Il y a notamment les circulaires. Alors, les circulaires, ce n'est pas des lois, ce n'est pas des arrêtés, c'est un ensemble de recommandations qui sont en général destinées à vous, à nous, agents du service public, et qui interviennent en général pour interpréter une des normes dont on vient de parler. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, les lois, les textes juridiques ne sont pas rédigés dans un français toujours accessible. Parfois, la matière est elle-même très complexe et nécessite un vocabulaire un peu difficile. Et donc, quand on est confronté à ça, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Dès lors, souvent, quand il y a une norme qui sort, une nouvelle norme, bien le ministre en charge fait une circulaire à l'ensemble de l'administration pour expliquer cette norme. Comment faut-il comprendre les termes qui sont écrits dans la loi, dans l'arrêté, etc. C'est donc une circulaire interprétative. Attention, une interprétation, ça ne crée pas de droit. Une interprétation du droit, ce n'est pas la même chose. Ces circulaires, donc, ne génèrent pas de droits nouveaux et donc, en tant que telles, elles ne sont pas attaquables, puisque on peut toujours attaquer un arrêté royal, une loi, en fonction de ce que je vais vous dire, article 159 de la Constitution pour les cours et tribunaux, bref. Mais une circulaire, elle, puisqu'elle ne crée pas de droit, elle n'est pas attaquable. Certaines circulaires sont publiées au Moniteur belge, ce qui leur confère une importance particulière. Je pense notamment à la révision générale des barèmes à laquelle vous êtes confrontés, c'est-à-dire on a parlé aussi au premier cours, cette circulaire qui définit le mode de fonctionnement des services publics locaux, qui a prévu tout ce qui concerne les échelles, les échelons, les évolutions de carrière, etc. Donc, elle a été publiée au Moniteur belge, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont publiées au Moniteur belge. À ce moment-là, elles ont un côté un peu plus officiel, je dirais, un statut plus important. En tout cas, leur publication au Moniteur belge les rend obligatoires dans leur application. Et puis, chaque année, les communes reçoivent la circulaire budgétaire, c'est-à-dire un document qui émane de la région Wallonne et qui vous dit ce que vous pouvez faire pour mettre en place votre budget, c'est-à-dire quelles taxes vous pouvez lever, avec quel maximum, sous quelle forme, etc. Toute une série de recommandations sur l'organisation des budgets communaux ou provinciaux. Et puis donc régulièrement, on a de temps en temps des circulaires qui arrivent sur des nouvelles législations qui apparaissent. On a eu il y a quelques mois sur les temporels du culte, sur la gestion des organes communaux, etc. L'élément des circulaires, c'est important parce que d'abord, c'est plus accessible. Et donc, quand on en a, on est en général assez content. Alors, évidemment, parfois, les circulaires interprètent de manière un peu étrange certains articles de la loi ou de l'arrêté. Donc, voilà, ça peut parfois poser certains problèmes. Mais bon, retenez que de manière générale, c'est un outil qui peut nous être utile pour bien comprendre la matière et nous faire avancer dans notre dossier. Alors, la jurisprudence, c'est un mot que vous connaissez sans doute, peut-être en connaissez-vous la signification également. C'est l'ensemble des jugements et des arrêts qui ont été prononcés par les cours et tribunaux belges, cours et tribunaux donc, du pouvoir judiciaire, y compris les arrêts du Conseil d'État, par exemple. Et c'est intéressant parce que ça vous donne une ligne de conduite du pouvoir judiciaire par rapport à l'application de la loi. Je rappelle que la loi est écrite,
on la respecte ou on ne la respecte pas. Si on ne la respecte pas, c'est le pouvoir judiciaire qui rentre en général en jeu, et donc le pouvoir judiciaire tranche, le juge tranche, il tranche dans un sens ou dans un autre, et il fait lui-même l'interprétation de la loi et de la façon dont elle doit être appliquée. Et donc, l'ensemble des jugements forment ce qu'on appelle donc la jurisprudence, qui est utile aussi quand on constitue des dossiers, parce que s'il y a un aspect un peu délicat d'un point, on se demande si cet aspect-là ne pourrait pas être attaqué par quelqu'un, on ira voir la jurisprudence pour savoir quel est l'avis des cours et tribunaux sur ce point-là un peu plus délicat. Ça permet aussi de voir qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises précédemment, puisque certaines décisions ont été attaquées et éventuellement le demandeur a eu gain de cause, donc on ne doit plus reproduire la même erreur. Donc, avoir accès aux arrêts, jugements des cours et tribunaux nous permet d'éviter certaines erreurs et aussi d'orienter correctement notre recherche et notre action concernant le dossier en cours. Alors, évidemment, la jurisprudence, c'est comme tout, c'est variable. Donc, il y a eu des revirements de jurisprudence. Dans certains cas, le juge décide dans un sens, dans un même cas, un autre juge décidera dans un autre sens. Et puis, donc, parfois, la jurisprudence elle-même n'est pas toujours claire, ou bien alors elle varie en fonction de l'évolution de la société. Ça peut arriver aussi. Vous parlez également, de 3 mots, de la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des productions des autorités, des personnes qui font autorité dans une matière, des juristes par exemple, qui vont écrire un traité, un livre, un document, un texte sur la manière d'appréhender le droit. Pour citer un exemple, je donne également un cours de droit d'expropriation. Donc, il y a plusieurs ouvrages qui ont été rédigés par des juristes, mais par des professeurs d'université ou d'autres, qui recensent, par exemple, toute la jurisprudence sur l'expropriation, vous disent comment il faut interpréter la loi, comment l'appliquer, etc. Donc, voilà, c'est des réflexions qui ont été portées par des spécialistes de la matière et qu'il est intéressant de connaître. Alors, on fait rarement référence à la doctrine dans les actes administratifs, ça peut arriver, mais ce n'est pas essentiel. Par contre, ça vous dit aussi, un peu comme les circulaires, ça vous dit comment il faut bien appréhender le texte légal que vous avez devant vous. La coutume, une équité, pour information, presque la coutume, c'est la répétition des comportements ou habitudes collectives qui ne sont pas nécessairement indiquées dans la loi. Et je cite dans le syllabus une formule assez classique du Conseil d'État qui fait référence à la pratique administrative constante et non contestée. Donc, on a toujours fait comme ça, mais ça a toujours bien fonctionné et ça n'a jamais été contesté. Je reprends mon histoire d'expropriation. Normalement, pour mener une expropriation, il faut une loi. Donc, si vous voulez exproprier quelqu'un pour construire une école sur son terrain, il faudrait normalement qu'une loi donne la possibilité d'exproprier pour créer une école. Il se trouve qu'il n'en existe pas ni pour créer une école, ni pour plein d'autres choses. Donc, le prescrit constitutionnel dit qu'il faut une loi, mais il n'existe pas des lois pour tout. Mais on a quand même fait des expropriations pendant 200 ans. Et donc, c'est ça la pratique constante et non contestée. Il fallait une loi, mais on n'en avait pas, on les a quand même faites et ça n'a quand même jamais trop posé de problème. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Donc il y a la coutume, c'est comme, pour reprendre notre exemple, les lois du service public dont on parlait au premier cours, loi d'égalité, loi du changement, loi de la continuité, ce pas des lois qui sont écrites dans des textes, mais ça aussi c'est la coutume, c'est la pratique administrative qui a mis en place cette coutume. Et puis l'équité, c'est non pas un droit, mais un sentiment qui est partagé par l'ensemble des membres d'un groupe social. Je vous cite l'exemple de la facilité de paiement pour quelqu'un qui doit payer une dette. Donc, l'équité va consister à fixer un montant à payer de manière régulière et de manière équitable, qui va lui permettre à la fois, lui, de payer son dû et continuer à vivre, et en même temps, de pouvoir récupérer la totalité de la somme. Donc c'est ça un peu l'équité, c'est faire les choses en bonne entente, je dirais, et de manière juste. Alors, pour terminer, vous parlez aussi des documents parlementaires, on va en toucher un mot de manière un peu plus précise
dans quelques instants, mais les documents parlementaires, j'aurais peut-être dû le mettre après la jurisprudence plutôt qu'à la fin, puisque les parlements et les gouvernements font les lois et décrets et ordonnances, hein, je reviens pas là-dessus, ça fait l'objet de discussions au Parlement. Les députés examinent les textes en commission, font des amendements, c'est-à-dire des propositions de modification, discutent du bien fondé de tel ou tel article, etc. Et toutes ces discussions sont consignées dans des documents parlementaires qui sont accessibles à tout le monde. Et donc, on peut, lorsqu'on a un texte de loi, on peut retourner dans les documents parlementaires pour voir quelles étaient les discussions qui avaient eu lieu à l'époque de la promulgation de cette loi, du vote de cette loi, quelles étaient les interprétations différentes de certains articles qui étaient en cours à ce moment-là, et retrouver simplement des discussions qui ont eu lieu, parce que ça peut parfois être utile de savoir, au travers des documents parlementaires, quelle était la volonté du législateur quand il a écrit telle ou telle phrase. Ce sont des démarches qu'on fait de temps en temps pour aller retrouver vraiment l'essence, je dirais, d'un texte. Alors, tout ça, c'est très bien. On a un panorama très étendu de l'arsenal belge en matière de normes. On a des normes dans tous les sens, des lois, des décrets, des arrêtés, des circulaires, des jurisprudences, des documents parlementaires. Oui, bon, c'est bien, ok, monsieur, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, notre question est pertinente et elle consiste à demander où on peut trouver cette information-là et comment la trouver. Alors, je peux vous donner des clés. Hein, ce que je vais faire tout de suite. Je vais vous donner des clés qui vont ouvrir une porte qui donne accès à un local très encombré. Je ne peux pas aller faire le ménage à votre place. C'est déjà bien d'avoir la clé. Après, il faudra que vous vous y retrouviez vous-même. En clair, je peux vous donner des informations, mais rien ne remplace l'expérience en la matière. Et puis, il faut un peu fouiller, quoi. Il faut un peu s'informer, faire des recherches, et puis plus vous en ferez, plus vous serez habitué à la façon de faire, et ça viendra. Il y a plein d'outils informatiques qui permettent d'avoir accès aux documents dont je vous parle, aux normes, aux circulaires, à la jurisprudence, etc. Dites-vous bien qu'il y a 20, 30 ans, l'informatique n'était pas encore là où il est aujourd'hui, plus, mais enfin bon, disons qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, donc il fallait se rendre dans des bibliothèques poussiéreuses pour aller rechercher un texte de loi dans un moniteur belge qui était en train de tomber en ruine. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a quand même une facilité d'accès qui aide grandement notre travail au quotidien. Mais évidemment, c'est qu'on a parfois beaucoup d'accès, beaucoup d'informations, et donc ce n'est pas beaucoup plus simple de s'y retrouver quand on est face à une masse d'informations qui vient comme cela. Et donc voilà quelques clés, quelques sites qui vont vous permettre de pouvoir faire des recherches au sujet des dossiers qui se présentent à vous. Je vous renvoie à l'annexe 4 de votre syllabus. Je vous propose d'ailleurs de la prendre tout de suite pour ceux qui suivent la séance en direct. L'annexe 4 du syllabus est une fiche qui reprend les sites web donnant accès au droit positif belge. Alors, c'est un document que j'ai repris d'un précédent syllabus qui n'était pas le mien. Et donc, ça commence à dater un petit peu. Il y a des informations dedans qui sont plus tout à fait exactes, mais l'essentiel, pour ce qui vous concerne, vous, y est. Néanmoins, je souhaite attirer l'attention sur certains des sites qui sont plus importants que d'autres. J'ai balancé une série de sites un peu dans tous les sens. Ils n'ont pas tous le même intérêt, évidemment. C'est intéressant de savoir que ça existe, mais certains, vous les utiliserez beaucoup plus que d'autres. Et puis, il manque aussi certaines... Prenez note, j'ai envie de dire, des informations que je vais vous donner maintenant, et puis le slide que vous avez devant vous vous aide également. Bon, cette annexe 4 est divisée en 4 parties. Il y a une première sur la législation en tant que telle, une deuxième sur les documents parlementaires, on en parlait à l'instant, une troisième sur la jurisprudence, on sait maintenant ce que c'est, et une quatrième rubrique, autre, résiduaire, donc, avec toute une série d'autres informations qui peuvent être utiles aussi, en tout cas d'autres sites que vous pouvez consulter le cas échéant. Alors, dans la législation, le site roi, c'est celui du moniteur belge. Je vous ai mis
le lien dans le PowerPoint que vous avez sous les yeux. Le moniteur belge reprend évidemment l'ensemble de la législation qui paraît sur le territoire de la Belgique, qu'il s'agisse de la législation fédérale, de la région wallonne, de la communauté française, de la région flamande, de la région bruxelloise. Donc toute cette production de normes, lois, décrets, arrêtés royaux, arrêtés du gouvernement, voire certains arrêtés ministériels, pas tous, tout cela est publié au Moniteur belge. Alors, c'est un site internet, un site de recherche, donc vous tapez quelques mots-clés dans le moteur de recherche et vous allez trouver évidemment beaucoup d'informations. Il faut pouvoir faire le tri dedans, bien entendu. Il faut pouvoir aussi mettre les bons mots-clés. Si vous mettez loi, vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers de possibilités, ce qui n'est évidemment pas faisable en termes de tri. Mais enfin, voilà, le Moniteur belge, c'est la source principale et la plus sûre. En matière de textes juridiques, les textes qui sont publiés au Moniteur belge sont ceux qui sont officiels. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, ce qui vient du Moniteur est la règle. C'est la loi, c'est celle qui est publiée au Moniteur belge. Mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas le seul site. Il est pas mal fait du tout, mais enfin voilà, il y a beaucoup de choses dedans, donc parfois il faut faire un tri. Je vous recommande également le site Wallex. Je vous mets le lien également dans le PowerPoint. Wallex, c'est un peu le Moniteur belge de Wallonie, si vous voulez. Si vous cherchez une législation qui fait partie d'une compétence exercée en région wallonne, vous retrouverez cette législation sur le site de Wallex. Vous la trouverez aussi au Moniteur belge, évidemment. Mais le problème, c'est que la recherche que vous ferez au Moniteur belge, à partir de ce mot-clé, elle reprendra également la législation flamande, bruxelloise, etc. Alors que Wallex ne comprend que la législation wallonne. Donc, voilà, en termes de tri, là, c'est peut-être mieux fait, plus accessible pour vous, si vous recherchez, évidemment, une législation qui est d'application en Wallonie. Si vous recherchez une législation qui dépend du fédéral ou même de la communauté française, il faut aller sur le site du Moniteur belge. Donc, le Moniteur belge, il y a tout. Wallex, il y a tout ce qui concerne la région wallonne. Je vous indique également que à cette première page de l'annexe 4, on parle de la législation consolidée. Ça peut être intéressant aussi. C'est le premier titre qui apparaît. La législation consolidée, ça reprend depuis 1994, je crois, donc ça fait quand même déjà plus de 25 ans. Tous les textes, un peu comme le Moniteur belge, mais consolidés, c'est-à-dire avec les différentes versions qui ont été prises. Donc, quand on promulgue une loi ou un arrêté, elle peut être modifiée au fur et à mesure des années. Et bien ici, la version consolidée vous met la dernière version applicable et les différentes versions, normalement, en tout cas, les différentes versions de ce texte au fur et à mesure de ces modifications. J'y ajoute également, ça n'apparaît pas sur le slide, le site du portail du droit belge. Vous tapez simplement dans un moteur de recherche portail du droit belge. C'est assez bien fait. Là, vous avez accès à tous les codes. Alors, vous savez que les codes, c'est des lois, en fait, mais des lois un peu plus importantes. Le code civil, par exemple, le code pénal, le code de l'environnement. Donc, plutôt que de rechercher par le Moniteur belge, vous passez par le portail du droit belge, vous avez accès au code. Donc, voilà, si vous recherchez un article du code civil, vous pouvez toujours taper code civil dans Google, mais si vous allez sur le portail du droit belge, vous avez directement un lien vers le code civil avec la version mise à jour. Donc, pour certains codes, donc des grandes lois, ça peut être intéressant. Les autres indications qui sont reprises dans la partie 1 de cette annexe 4 sont moins utiles, je dirais. En tout cas, on y recourt moins souvent et certaines sont sans doute déjà plus d'actualité. En ce qui concerne les documents parlementaires, je vous ai expliqué il y a quelques minutes l'intérêt de pouvoir aller retrouver les documents parlementaires. Donc, chaque Parlement donne accès à ces documents parlementaires. Vous avez la Chambre, le Parlement wallon, la Chambre, le Sénat, le Parlement wallon et le Parlement de la communauté française. Je vous indique à chaque fois le lien. Alors, non seulement dans les documents parlementaires, il y a toutes les discussions qui ont eu lieu au Parlement en séance plénière ou en commission sur les projets ou les propositions de loi ou de décrets qui ont été portés. Donc voilà, vous avez toute cette discussion, mais vous avez également ce qu'on appelle les questions parlementaires.
Là, c'est aussi une source parfois très intéressante. La question parlementaire, ça fait partie du contrôle du Parlement sur le gouvernement. Et donc, les députés posent des questions aux ministres sur l'application d'une loi, sur une question d'actualité ou quoi que ce soit. Et donc, la réponse du ministre est consignée par écrit dans des documents qu'on appelle, je ne sais plus comment on les appelle, mais peu importe, les questions et réponses, etc. Et tout cela est disponible sur le site aussi. Donc, l'interprétation que le ministre fait par rapport à une question est aussi parfois très instructive. L'interprétation est instructive. Donc, c'est simplement une question qui est posée par un député, le ministre y répond, et dans la réponse, parfois, il donne des indications fort utiles à suivre, puisque c'est le ministre qui le dit, il a probablement raison. Donc, en tout cas, c'est une autorité, et ce qu'il dit, ce qu'il écrit, doit être suivi. Donc voilà, vous avez accès aux questions-réponses et au débat parlementaire de chacun des parlements de notre pays. Je ne vous ai pas mis le Parlement flamand ni le Parlement bruxellois. Bon, si vous en avez besoin, vous pouvez faire la recherche. En ce qui concerne la jurisprudence, il est vraiment intéressant également d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site du Conseil d'État. On parlera du Conseil d'État plus tard dans le cours, mais bon, sachez que c'est un organe juridictionnel qui est très important dans notre quotidien. Et donc, les arrêts du Conseil d'État sont aussi parfois très instructifs et ils montrent également une ligne dans la jurisprudence. Donc, c'est parfois fort utile de pouvoir s'y référer. Je vous donne l'adresse du site qui est pas mal fait non plus. Le site de la Cour constitutionnelle belge, je vous ai expliqué à quoi servait la Cour constitutionnelle, hein, on en a parlé il y a quelques minutes. Hein, donc, vous pouvez aller voir également les arrêts de la Cour constitutionnelle. Et dans le syllabus, il y a également la référence à la Cour de cassation qui peut aussi être utile, même si on y recourt moins souvent. Je vous indique également d'autres sources. Donc, dans la rubrique autres, il y a le moniteur belge ASBL. Donc, il y a le moniteur belge pour tout ce qui concerne les lois, mais sachez qu'il y a une partie du moniteur belge qui reprend également une série d'informations sur les ASBL. Vous savez peut-être ou peut-être pas que les ASBL ont l'obligation de publier leur statut, la composition de leurs organes de gestion, conseil d'administration, etc. Et donc, c'est publié au Moniteur belge dans une annexe qui concerne les ASBL. Et il y a un site spécifique du Moniteur belge qui concerne les ASBL. C'est parfois très utile, simplement, de pouvoir retrouver les statuts ou bien la composition d'un conseil d'administration d'une ASBL. Il y a des ASBL communales, hein, ça veut dire, ça permet de vérifier d'abord que les ASBL ont fait leur boulot, qu'elles se sont acquittées de leurs obligations, la publication au Moniteur belge, mais également de retrouver quelles sont les informations concernant les statuts et la composition des personnes, des organes de gestion de cette ASBL. Donc voilà, c'est parfois intéressant également d'aller pouvoir voir sur ce site Moniteur belge ASBL. Dans le syllabus, il est également fait référence à la commission de la protection de la vie privée. Ça a changé, ce n'est plus la commission de protection de la vie privée, mais l'autorité de protection des données. Tout cela est à mettre en relation avec le RGPD, dont je vous ai un peu parlé il y a quelques semaines, je pense, c'est-à-dire la protection des données personnelles. L'autorité de protection des données donne non seulement des avis, mais rend des jugements maintenant, en tout cas des décisions plus exactement, sur des problèmes de protection des données. Donc, en fonction du type de dossier que vous avez, si vous avez cette problématique-là qui se pose dans un dossier, vous pouvez toujours aller voir sur ce site et sur les décisions qui sont prises par cette autorité et les propositions ou les conseils que cette autorité peut donner. Je vous signale également, et ça n'apparaît pas dans le syllabus, qu'il est toujours très utile d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de l'Union des villes et communes de Wallonie, Union des villes et communes de Wallonie, UVCW, qui est une mine d'informations très utile sur la vie communale, de manière générale, sur tout ce qui concerne les publications légales qui apparaissent et leur interprétation. Donc, l'Union des villes et communes est constituée de toute une série de conseillers qui vous donnent une interprétation, qui publient des articles, des informations sur la législation en vigueur, sur toute une série de dossiers, pas que la législation en vigueur, sur toute une série de dossiers, sur des réflexions également concernant la vie communale. Bref, une mine d'informations.
Et donc, quand vous faites une recherche, je vous conseille d'aller voir sur le site de l'Union des villes et communes. Il y a très certainement déjà un article qui a été écrit sur cette matière ou des conseils qui ont été donnés sur cette matière. Je pense que c'est un peu un passage obligé lorsqu'on a un dossier avec une matière qu'on ne connaît pas nécessairement. Pour appréhender le phénomène, c'est pas mal d'aller voir sur ce site-là. Donc, n'oubliez pas uvcw.be. Et pour les provinciaux, il y a l'équivalent que je connais moins, donc je ne connais pas la qualité, mais je suis sûr que c'est sûrement très bien. C'est l'Association des provinces wallonnes, donc c'est apw.be, qui a, je pense, à peu près le même rôle. Voilà, en ce qui concerne l'information, le fonctionnement du système de normes en Belgique, la hiérarchie des normes, l'intérêt de pouvoir s'y référer et la manière de pouvoir y avoir accès. Donc, je vous ai donné toute une série de sites qui vont vous permettre d'accéder à cette documentation particulièrement dense et touffue. Je conçois que c'est difficile, mais ça, moi, je ne sais rien faire pour vous aider plus que cela, si ce n'est mettre en œuvre notre exercice. Donc, nous savons dans notre exercice que nous avons posé des questions, nous avons maintenant toute une série d'informations à rechercher sur la vente des terrains communaux. Sur la base des informations que je vous ai données, je vous invite à faire la recherche, essayer de trouver quels sont les sites sur lesquels il vous semble utile d'aller jeter un coup d'œil pour avoir des informations, pour faire une recherche surtout juridique, essayer de trouver une base légale, quelle qu'elle soit, concernant les opérations immobilières, les ventes, les achats de terrains communaux. Voilà, quels sont, d'après ce que je viens de vous dire, les sites sur lesquels vous allez voir et essayer de trouver l'information. Donc, je vous invite à faire cet exercice. Donc, à ce stade-ci, je vous demande simplement de faire la recherche et de trouver ce qui vous semble être là où les bases légales qui vous permettront de répondre à toutes les questions qu'on a posées pendant la phase avant et à mettre en place une méthode de travail, à répondre à la question surtout de comment on va faire et quand, c'est-à-dire mettre en place une méthode de travail et un planning. Normalement, si vous faites bien vos recherches, vous devrez trouver ça assez facilement. Donc, faites la recherche pour ne pas que vous travailliez pour rien. Dans la séquence suivante, je ferai la recherche avec vous, enfin devant vous pour vous donner les bonnes informations. Et puis sur cette base-là, je vous demanderai de lire les documents que vous aurez trouvés pour vous permettre de répondre aux différentes questions dont nous parlons, dont nous avons parlé. Voilà, ça consiste à mettre en œuvre cette étape-ci, l'étape information juridique, et à la suite de cela, mais nous ne le ferons pas ici directement, nous le ferons plus tard, on devrait rédiger une note de service à votre supérieur hiérarchique qui explique toutes les informations que vous avez trouvées et la piste que vous proposez de suivre pour régler le problème de vente de terrain qui vous est soumis. Voilà ce qui clôture cette première séquence. Donc, faites l'exercice. Si vous souhaitez me l'envoyer, c'est possible, mais vous allez avoir la correction très rapidement dans la vidéo suivante. Vous pourrez donc vérifier très, très vite si vous avez pris le bon chemin. Voilà, et donc, faites ces exercices et on se retrouve alors dans la vidéo suivante pour la correction. À tout de suite.